chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. À 13h01, en ce premier vendredi du mois d'octobre, un nouveau jingle, ce qui veut dire une nouvelle émission sur Radio Grand Lac. C'est toujours un bonheur pour ma complice et amie Sandra et moi-même d'avoir une nouvelle émission. Alors avec un animateur qui lui est déjà bien présent depuis trop présent peut-être depuis déjà quelques années avec nous. Julien Donzel, notre historien en chef, qui nous a enchantés pendant longtemps avec son émission C'est une autre histoire, et qui là a décidé de prendre une tournure un peu plus locale, ce qui va bien dans le grand bain de la vie locale, de prendre une tournure un peu plus du territoire, de notre Savoie, pour parler de l'histoire de la Savoie que l'on ne connaît pas assez, que l'on ne connaît même pas du tout souvent. Tout à fait. Tu as tout dit. Merci Julien. Merci Jean-Pierre. Nous rendons l'antenne. Donc Julien Donzel qui est là avec nous, que vous allez retrouver donc tous les premiers vendredis du mois à 13h. En direct sur cette belle radio qui est Radio Grand Lac. Et donc les chroniques de Savoie, Julien, parle-nous-en un petit peu. On commence l'émission ou tu veux que je parle de la chronique ? Parle-nous un petit peu de ce que tu vas faire. Eh ben, le but de cette chronique, c'est de parler de l'histoire de nos territoires, avec bien sûr un S, puisque nous vivons dans un département qui a une histoire très riche, mais malheureusement peu connue, puisque malheureusement il est vrai qu'à l'école on enseigne peu l'histoire locale. Pourtant, l'histoire de la Savoie, elle est riche. Alors, au niveau du temps, puisqu'on peut remonter même à 2000 ans avant Jésus-Christ, mais également au niveau de la géographie, puisque la Savoie, qui est aujourd'hui un petit département, on va dire 2 petits départements à l'échelle de la France, représentait, on va dire, jusqu'au XVIe siècle, un territoire immense qui allait du Genevois jusqu'à Nice, en passant par le Piémont, le Bugey, la Bresse, le Val-Romais, et chacun de ces territoires a une touche savoyarde, et on va essayer de découvrir laquelle à travers cette chronique où on va parler de l'histoire de nos territoires, des personnages qui font partie de l'histoire de la Savoie, mais également parfois on va pouvoir aller aussi à l'étranger, dans des pays européens qui ont été marqués par la Savoie. Alors il y a l'Espagne, il y a Malte, il y a l'Autriche, bien sûr l'Italie. On peut même aller en dehors des frontières de l'Europe, jusqu'en Inde, puisqu'il y a une princesse indienne qui est savoyarde, et on pourra parler de grands comme de petits sujets. En tout cas, ce sont des sujets et des événements qui ont fait notre histoire. Et donc, on va parler de l'histoire de la Savoie. Alors, si vous ne la connaissez pas, si vous la connaissez, que vous en voulez en savoir plus, si vous êtes intéressé, eh bien, écoutez les chroniques de Savoie sur le 92.radiograndlac.com chaque premier vendredi à 13h. Et donc, on avait commencé il y a quelque temps ton émission C'est notre histoire en parlant de Napoléon. C'est ça. C'était en mars 2021. C'était en mars 2021, il y a 2 ans et demi. En mai, pardon. En mai, oui, pour l'anniversaire du décès de l'empereur. C'est ça. Donc, tu as voulu faire un petit clin d'œil en commençant cette nouvelle émission, toujours avec Napoléon. C'est ça. Alors, Napoléon et la Savoie, pourquoi ? Alors, parce que Napoléon était corse. Bien sûr, mais il a participé à notre histoire, notamment à travers un événement, alors qui ne s'est pas passé en Savoie, mais qui s'est passé en Suisse, mais qui a quand même eu une répercussion importante dans l'histoire de la Savoie, et notamment dans l'histoire du Piémont, qui est la fameuse traversée des Alpes de Napoléon par le col du Grand Saint-Bernard. Donc quand je vous dis en Suisse, c'est parce que le col du Grand Saint-Bernard est en Suisse. Mais d'autres parties de l'armée sont passées par des cols savoyards et hauts savoyards. Et surtout, cet événement, donc qui a eu des répercussions locales, a été peint par un peintre qui s'appelle Jacques-Louis David. Peint par un peintre, il fallait oui, c'est vrai, c'est beau. Rien à voir avec le coiffeur, hein, le peintre. David. Donc par David, et un fameux tableau qui s'appelle Napoléon franchissant le col du Grand Saint-Bernard. Et ce tableau qui est devenu maintenant une icône et qui est rentré un peu dans la mythologie napoléonienne. Et dans tous les manuels scolaires. Hein. Dans tous les manuels scolaires. J'ai d'ailleurs, même, on prendra la photo, j'ai mis d'ailleurs le t-shirt. Oui, pour montrer à quel point tu l'as sur toi. Il y a une iconographie très importante autour de ce tableau. Et donc, pourquoi ce tableau est devenu un peu légendaire ? Quel secret il cache ? Et puis, bien sûr, nous parlons de nos territoires, parce qu'on parle des Alpes. Et donc, je trouvais intéressant de commencer par cet événement. Et puis, comment ne pas commencer une chronique historique sans parler de l'empereur napoléonien, Napoléon Ier, qui est probablement le Français le plus connu au monde, avec Louis XIV, Charles de Gaulle, Charlemagne. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté d'un événement pareil.
Eh ben, je te propose qu'on commence tout de suite ces chroniques de Savoie, ces chroniques historiques de Savoie avec ta première émission, Les secrets du tableau, Napoléon franchissant le col du Grand Saint-Bernard. Eh ben, on va commencer déjà pour dire bonjour. Bonjour Jean-Pierre, parce que c'est vrai que je t'ai pas salué. Donc, bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. Qui n'est pas loin, qui nous écoute. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Donc, après cette introduction présentant cette nouvelle chronique, eh bien, aujourd'hui, on va rester sur l'épopée napoléonienne et évoquer un événement que j'ai qualifié de mythique, de ce que l'on appelle la seconde campagne d'Italie, parce que s'il y en a eu une seconde, il y en a eu une première, on verra ça tout à l'heure, et qui est, comme tu l'as dit, la traversée du col du Grand Saint-Bernard, alors en Suisse, en mai 1800. Alors vous allez me dire, on va parler d'un événement qui s'est déroulé en Suisse, et quelle est donc sa place dans cette chronique qui parle plutôt des pays de Savoie? Alors déjà, vu que c'est ma chronique, j'ai envie de dire que je fais ce que je veux, Jean-Pierre. Ce qui te plaît, ce qui me plaît, voilà. Et cette traversée des Alpes, elle a eu des conséquences sur les pays de Savoie, puisque après la seconde campagne d'Italie, la France va carrément annexer une partie d'Italie qui était jadis savoyarde, qui s'appelle le Piémont, et c'était en 1802. Cet événement, donc la traversée des Alpes, elle marque le début d'une campagne victorieuse, comme ce fut d'ailleurs le cas de nombreuses reprises sous l'épopée napoléonienne, dont le point d'orgue est la bataille de Marengo, on va en parler tout à l'heure, qui a été remportée par les armées françaises le 14 juin 1800. Mais on peut s'interroger légitimement sur le pourquoi cette traversée des Alpes a fait l'objet d'une véritable campagne de propagande. Quel secret se cache derrière le tableau, qui est peut-être le plus connu de l'épopée napoléonienne? Alors, peut-être le plus connu avec le sacre de Napoléon, certainement, également peint par David. Et ce tableau, c'est Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard. Et avant de passer à l'étude plus approfondie du tableau, il est impératif de dresser le portrait, jeu de mots, dresser le portrait. En parlant de tableau, il fallait la faire aussi. Ah oui, de son artiste, le peintre. Alors quand je dis le, c'est vraiment le, avec un L majuscule et un E majuscule, le peintre incontournable de la période révolutionnaire. David est considéré comme le chef de file d'un mouvement qui s'appelle néoclassique, qui, comme son nom l'indique, remet au goût du jour, c'est-à-dire néo, nouveau, le style classique. Et le style classique, c'est celui qui est inspiré de l'Antiquité. Alors, quelques exemples d'œuvres peintes par David. Le Serment des Horaces, c'est celui qui va un peu le propulser sur le devant de la scène. Eh bien, c'est lui. La mort de Socrate, encore lui. Le Serment du jeu de paume, qui n'est en fait resté qu'une esquisse, qui n'a jamais été finie par David. Eh ben, c'est encore lui. La mort de Marat, très célèbre tableau, quand vous voyez Marat assassiné dans sa baignoire. Par Charlotte Corday. Par Charlotte Corday, c'est David. Et le sac de Napoléon, bien sûr, le fameux tableau où on voit Napoléon qui couronne Joséphine. Et c'est encore Jacques-Louis David. Il a fait que des chefs-d'œuvre. Il a fait que des chefs-d'œuvre. C'est probablement l'un des peintres français les plus brillants. Enfin, quand vous allez au musée du Louvre, où de nombreuses œuvres sont exposées, on est souvent frappé par, la patte de l'artiste. Ouais, parfois, on dirait des photographies. Enfin, on dirait des photos, ouais. Ces quelques exemples, bien sûr, démontrent l'importance de David dans l'histoire des arts et dans l'histoire, bien sûr, de la Révolution. Mais avant de débuter, bien sûr, il faut qu'on présente l'artiste. Donc, Jacques-Louis David naît le 30 août 1748 à Paris. Il est formé à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Bien sûr, il grandit sous le régime de la royauté et il acquiert une certaine renommée avec le tableau, comme je l'ai dit, le Serment des Horaces. C'était en 1785. Parallèlement à sa carrière artistique, il devient député de la Convention et il est en charge de l'organisation des grandes fêtes révolutionnaires, dont la cérémonie en hommage à Marat, assassiné dans sa baignoire, comme tu l'as dit Jean-Pierre, par Charlotte Corday. Je parle des grandes fêtes révolutionnaires puisqu'à l'époque, sous la Révolution, les fêtes chrétiennes et catholiques ont été abolies et donc il a fallu trouver d'autres événements, d'autres manifestations populaires pour souder le peuple. Et donc on faisait des grandes fêtes des grandes fêtes de la Révolution et c'est David qui s'en chargeait. Lors du procès de Louis XVI, il vote la mort du roi, alors c'est pas le seul, et c'est un proche de Maximilien Robespierre et bien sûr, à la chute de Robespierre, il va tomber en disgrâce. C'est l'épisode qu'on appelle la réaction thermidorienne. Mais, vu que Jacques-Louis David est un fervent révolutionnaire, il va devenir un admirateur du premier consul et il va, pour Napoléon, peindre ce qui reste son chef-d'œuvre ultime quand Napoléon deviendra empereur, c'est le sacre de Napoléon, qui est exposé
au musée du Louvre. Et si ma mémoire est bonne, on peut en voir également une reproduction, enfin non, c'est un original puisqu'il l'a peint 2 fois, au musée du château de Versailles. À la chute de l'empereur, ce qu'on appelle le régime de la Restauration, il entame un exil à Bruxelles, bien sûr. Le roi de France, ne supportant pas d'avoir un artiste proche de Napoléon, exile David, où il va décéder le 29 décembre 1825, à l'âge de 77 ans. Son talent, mêlé à ses opinions politiques, lui valent d'être un artiste autant admiré que controversé, admiré par son talent et controversé par ses opinions politiques. Il a été proche de Robespierre et également proche de Napoléon. En fait, 2 chefs d'État, 2 hommes d'État qui n'ont pas bien fini, malheureusement, puisque un a fini décapité et l'autre a fini exilé à l'autre bout de l'océan Atlantique. Mais il a marqué son temps, et il a également marqué son temps par la formation de peintres de talent. Alors je vais en nommer 2, Antoine-Jean Gros ou Jean-Auguste Dominique Ingres, qui sont aussi 2 peintres importants du 19e siècle. Ingres, c'est l'homme du violon, ça. Voilà, c'est ça. Et pour faire simple, nous avons en fait affaire à un véritable génie artistique au talent qui est quasiment unique. Mais pourquoi David est-il choisi par Napoléon pour peindre l'exploit de la traversée des Alpes au col du Grand Saint-Bernard ? En fait, première révélation, premier secret révélé. Ce n'est pas Napoléon qui procéda à la commande, mais en fait le roi d'Espagne, qui s'appelait Charles IV, et qui, souhaitant témoigner de son attachement à la France, est donc entré dans les bonnes grâces du déjà très puissant premier consul, commande un tableau. Et ce tableau, il demande à ce que ce tableau représente Napoléon un peu en magnificence, en majesté. Ouais. Donc, nous sommes au début du 19e siècle et visiblement, il n'y a pas d'autre épisode que la traversée des Alpes pour faire une représentation, à la fois symbolique et symbolique du talent de chef de guerre de Napoléon, mais également en tant que chef d'État. On le verra tout à l'heure. Mais bien sûr, puisque nous allons parler d'un tableau, il faut qu'on parle du contexte, qui est celui de la 2e campagne d'Italie. Et vous allez le constater, Napoléon Bonaparte ne s'est pas rendu dans les plaines fertiles du Pô pour cueillir de la ciboulette. Il est allé plutôt en tant que chef de guerre. Pour inaugurer les chrysanthèmes. Pour inaugurer les chrysanthèmes. Et je trouvais que le terme ciboulette était sympa aussi, donc pourquoi pas. C'est ton émission. Voilà. Donc depuis les premiers mois de l'année 1799, Bonaparte, il n'est pas en Europe, il est en Égypte, où il mène une campagne qui va entrer dans la légende. En fait, il a affaire à une 2e coalition qui réunit l'Angleterre, l'Autriche, le royaume de Naples, la Russie, l'Empire ottoman. Et tous ces États luttent contre la France, notamment en Hollande et en Italie, pour affaiblir les acquis de la Révolution, mais aussi pour tenter de reprendre des territoires perdus lors des campagnes précédentes, et notamment lors de la première campagne d'Italie de 1796, celle qui révéla un peu les talents militaires de Napoléon. La situation, elle devient périlleuse pour les armées françaises, et Bonaparte, qui doit revenir d'Égypte, il doit mener une campagne qu'il souhaite à la fois rapide et décisive. Alors Napoléon, il fait ce qu'il sait faire. Il se lance à l'attaque, et ce dans 2 directions. Une première en direction de la Bavière, où il demande au général Moreau de s'avancer vers Munich à la tête de 130 000 hommes. Et Moreau, en légère infériorité numérique, les Autrichiens sont forts de 150 000 hommes, les Français parviennent à entrer dans Munich le 3 juillet, et un armistice est signé sur cette partie du front le 15 du même mois. Et Bonaparte, quant à lui, se charge de la conquête de l'Italie, territoire qu'il connaît pour avoir déjà mené la campagne de 1796, avec comme objectif principal de briser le siège de Vienne, où sont enfermées les troupes de Masséna. Et Masséna, nous pourrons en parler, puisqu'il a la particularité d'avoir des origines, on va dire, savoyardes, puisqu'il est né à Nice, le général Masséna. Général qui va devenir après maréchal. Après une traversée des Alpes au col du Grand Saint-Bernard le 20 mai 1800, les Autrichiens sont pris au dépourvu par la rapidité d'exécution de la manœuvre. Le reste des troupes françaises passe par l'école du Saint-Gothard, donc on est toujours en Suisse, du Mont-Cenis, donc là nous sommes, Jean-Pierre, le Mont-Cenis, nous sommes en Savoie, et du Petit Saint-Bernard, et là nous sommes aussi en Savoie. En Haute-Savoie ? En Savoie, oui, pardon. En dessus de Bourg. Oui, pardon. Du Petit Saint-Bernard, c'est la Savoie. S'ensuivent alors de célèbres affrontements, donc qui sont tous victorieux, à une exception près. Donc le 11 juin, victoire de Lannes à Montebello. Nous avons d'ailleurs parlé du maréchal Lannes lors d'une émission, C'est une autre histoire. Donc 8000 Français contre 20 000 Autrichiens arrivent à repousser
les troupes autrichiennes, et surtout le 14 mars 1800 avec la célèbre bataille de Marengo, qui va donner lieu à un célèbre plat, le veau Marengo, voilà. Après une journée de combat indécis, et c'est d'ailleurs grâce à l'action décisive du général Louis-Charles-Antoine Dessay, qui d'ailleurs va être tué d'une balle en plein cœur, que les Français poursuivent leur marche en avant sur le champ de bataille. Suite à cela, les villes du nord de l'Italie, elles tombent les unes après les autres, donc Milan, puis Alexandrie. Et en fait, en à peine un mois, Napoléon est maître de tout le nord de l'Italie. Les Autrichiens, pourtant vainqueurs à Gênes, en fait, ils ont réussi à vaincre Masséna à Gênes. Et ils sont contraints d'abandonner le Piémont, la Lombardie et la Ligurie. Et fort de ses succès, tant en Bavière qu'en Italie, Napoléon il est en position de force pour négocier la fin de cette deuxième coalition. Après le traité de Lunéville, qui est signé le 9 février 1801, le gouvernement autrichien reconnaît des pertes territoriales significatives, et en Italie, il ne va conserver que la Vénétie. Et avec la fin des combats contre le royaume de Naples, seuls restent les Anglais, j'ai envie de dire, seuls restent toujours les Anglais contre Napoléon. Cette deuxième campagne d'Italie, c'est donc un franc succès et ouvre les portes de la gloire à Napoléon. Alors, gloire qui était déjà importante à l'époque. Souvenez-vous du siège de Toulon, souvenez-vous de la première campagne d'Italie, de la campagne d'Égypte. Et bien sûr, pour concrétiser ce succès, il faut le rendre public et donc le rendre populaire. Et il faut mettre en œuvre un travail de propagande. Et bien en cela, la commande du roi d'Espagne tombe à point et David semble bien sûr tout indiquer pour achever, on va dire, cette œuvre, et du moins la rendre visible et populaire. On va commencer par une petite pause écoute, c'est très intéressant tout ça, mais on va tu faire... t'es pas endormi? Non, donc toi, c'est limite. C'est bon signe. On va faire une pause musicale, toujours sur le 92.1, radiograndlac.com, avec les Chroniques de Savoie, la première du nom. On va apprendre l'histoire de la Savoie au cours de plusieurs événements. Ouais. Voilà, ce n'est pas une histoire chronologique où on commence un Humbert Blanchemin ou je ne sais quoi, mais c'est à travers plusieurs événements que chaque mois, nous en apprendrons un petit peu plus. Contemporain ou pas, on pourra même aller dans l'Antiquité. Là, on parle de traversée des Alpes, donc on pourra parler de la traversée des Alpes de Hannibal aussi, la traversée des Alpes de Charlemagne quand il va combattre les Lombards. Enfin, un événement peut parfois être reproduit plusieurs fois tant notre histoire est riche. Et tout ça, c'est en Savoie. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. De retour en direct sur les Chroniques de Savoie, la première du genre, la première émission de ce programme mensuel que vous aurez désormais tous les premiers vendredis du mois à 13h avec notre ami Julien, historien Julien Donzel qui va nous parler de l'histoire de la Savoie, des grands événements qui ont fait ce que la Savoie est devenue. Et aujourd'hui, on parle de Napoléon franchissant les Alpes, notamment du célèbre tableau de David sans Goliath. Tout à fait, David sans Goliath qui représente cela. Et on embrasse au passage Marion qui doit nous écouter. C'est possible. C'est J'espère possible. Pour elle en tout cas. Julien, tu as la parole. Donc après avoir étudié rapidement le contexte de la Seconde Guerre d'Italie et l'écrasante victoire de Napoléon, donc on va rentrer plus en détail dans les secrets de l'œuvre. C'est quand même le titre de l'émission d'aujourd'hui. Donc oui, le tableau Bonaparte 22 minutes après, c'est déjà bien. Franchissant le col du Grand Saint-Bernard qui a été peint par David en 1801. Alors déjà, il faut apporter une précision. On ne va pas parler d'un seul tableau, mais en fait de 5 qui ont été créés entre 1801 et 1805 et dont les dimensions sont particulièrement grandes. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir, il fait 2,60 m de haut sur 2,21 m de large. Donc c'est quand même du beau tableau. Et bien sûr, il n'en faut pas moins pour propager en Europe le formidable destin de celui qui deviendra empereur des Français. Alors, on va commencer concernant ces 5 tableaux. Il y en a un qui est conservé au château de Malmaison, qui est la demeure de Joséphine. Donc ce sont 5 fois le même tableau. 5 fois le même tableau. D'accord. Il n'y a pas de différence, c'est vraiment... Alors, ne me spoil pas, Jean-Pierre, on va en parler tout à l'heure. Donc, il y a 5 fois le même tableau. Voilà, c'est pas 5 copies, c'est 5 fois des tableaux peints par David. Donc, il y en a un au château de Malmaison, qui est aujourd'hui donc musée national. Le deuxième est au palais des Hohenzollern. Vous savez, c'est la famille entre guillemets royale d'Allemagne. Voilà, on va faire simple, qui est dans le château de Charlottenburg à Berlin et qui est conservé en Allemagne suite à la défaite de Napoléon en 1815
Et ce tableau était à l'origine exposé au château de Saint-Cloud. Château de Saint-Cloud qui a aujourd'hui disparu, Oui, tout à fait. et qui est célèbre pour avoir été le lieu du coup d'État du 18 Brumaire, qui est fortement rattaché aussi à l'histoire de Napoléon. Il y a un tableau au château de Versailles, dans la salle Marengo, ça ne s'invente pas. Et cette version du tableau était à l'origine exposée au palais au palais des Invalides. Le quatrième, il est au palais du Belvédère à Vienne. J'ai eu l'occasion de le voir en vrai en décembre dernier. Donc c'était suite à une prise par les Autrichiens en 1816, on appelle ça une prise de guerre. Et à l'origine, il était exposé à Milan après une commande des représentants de la République cisalpine. En gros, la République cisalpine, c'est un État sœur, je vais très vite, de la région du Milanais. Voilà, pour faire vraiment simple. Et le cinquième, il est actuellement exposé au musée du Louvre à Abu Dhabi. Et ce tableau, c'était la propriété personnelle de David. Et après sa mort, ce tableau va voyager dans divers palais, les Tuileries, à Saint-Cloud, jusqu'en Suisse, dans la résidence du prince Napoléon Jérôme Bonaparte, qui est le neveu de l'empereur. Ces 5 tableaux sont quasiment tous identiques, mais il est possible de les différencier. Parfois, les couleurs du manteau de Napoléon, elles varient, de même que la robe du cheval ou les traits du premier consul, qui sont plus ou moins creusés. C'est comme ça que l'on arrive à les différencier. Mais il y a également les titres du tableau qui changent. Le tableau original, il est intitulé « Tableau portrait équestre de Napoléon, passant le mont Saint-Bernard ». Puis, après, selon les versions, nous avons un tableau qui s'intitule « Napoléon passant le mont Saint-Bernard », Bonaparte gravissant le Saint-Bernard, le premier consul franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard, ou encore le titre abrégé « Bonaparte au Grand Saint-Bernard ». Bref, c'est un moyen de différencier aussi les tableaux. Autre moyen pour différencier les 5 versions de ce tableau, ce sont les signatures. Et si vous avez parfois l'occasion de voir ces tableaux en vrai, vous verrez que les signatures, elles varient d'un tableau à l'autre. Parfois, on peut avoir comme signature L. David l'an 9, c'est-à-dire l'an 9, c'est le calendrier révolutionnaire, ou alors J.L. David anno 10, donc anno 10, on peut se dire que c'était pour la version italienne qui est pour la République cisalpine, ou tout simplement L. David, signature de l'auteur, sans l'année précisée. Voilà, on en sait un peu plus sur ou plutôt ces chefs-d'œuvre, mais ce n'est pas tout, parce que derrière chaque œuvre, il y a un message politique et un message de propagande. Et quel est ce message ? Quel message se cache dans ce tableau ? Quand je parle de message de propagande, c'est en rien péjoratif, puisque à l'époque, d'ailleurs encore aujourd'hui, lorsque vous voyez une œuvre, notamment une œuvre émanant d'un gouvernement officiel, c'est forcément une œuvre de propagande, ça veut dire que derrière, il y a un message politique. Et le message, en fait, il est simple. Nous avons Napoléon Bonaparte qui est en pleine ascension politique, et vous imaginez bien que l'art est mis à contribution pour valoriser, encore le mot est faible, on pourrait dire glorifier le régime. Alors ici, nous ne parlons que d'un tableau, mais en fait, il faut imaginer une véritable émulation artistique en faveur du premier consul, puis ensuite de l'empereur. Vous avez de la peinture, bien sûr, des sculptures, des tapisseries, des gravures, et même des services de table. Bref, tout y passe, pour le plus grand plaisir des amateurs et des historiens actuels de Napoléon qui collectionnent, on va dire, ces reliques, puisqu'elles sont attachées à l'épopée napoléonienne. Et si nous entrons dans les détails du tableau, Napoléon, il est représenté à cheval. On parle donc d'une peinture équestre. Mais là où certains souverains posent de manière impassible, sur leur monture qui est aussi calme, Napoléon, il est montré actif, tentant de dompter son animal, qui lui est apeuré, et il tient même la bride d'une seule main. Vous avez en fait, si vous visualisez le tableau, le cheval qui se cabre et Napoléon qui a la faculté, pour le retenir, de tenir la bride d'une seule main. Contrairement à son cheval, dont le regard est effrayé, Napoléon, il est serein, et il montre la direction du col de sa main droite. Il pointe le doigt vers la direction du col. Napoléon pointe du doigt le col du Grand Saint-Bernard, terrain difficile à gravir, pour ensuite fondre sur l'Italie. Mais on peut penser qu'il pointe du doigt plutôt le ciel. Un peu comme s'il cherchait la main de Dieu. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Une main pointée en direction de Dieu ? Certains voient un rappel aux célèbres mains de la création d'Adam, vous savez, peint par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Sur la peinture de Michel-Ange, Dieu a créé le premier des hommes. Sur celle de David, Dieu crée le premier des conquérants. Par ailleurs, il y a un contraste saisissant entre l'attitude du cheval, qui est cabré, terrorisé, et le premier consul, qui est calme,
posée. Et Napoléon est d'ailleurs représenté dans la fleur de l'âge. En fait, en 1800, il a 31 ans. Et malgré sa jeunesse, et donc une fougue supposée quand on est jeune, qui est inhérent un peu à tous les jeunes hommes et toutes les jeunes femmes, et ben lui, il reste impassible. Il regarde le spectateur dans les yeux. Mais je sens, Jean-Pierre, que tu as une remarque à formuler. Oui, on pourrait dire que c'est un tableau de propagande. Mais c'est tout à fait. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est la propagande comme on verrait des affiches maintenant, des affiches presque électorales. C'est ça, tout à fait. Avec des jolis visages et tout. C'était la propagande de l'époque. La propagande de l'époque. Et d'ailleurs, si on regarde bien ce tableau, on voit que Napoléon, il nous regarde et il semble même nous parler. Un peu en nous disant, toi qui regardes ce magnifique tableau, eh ben, sois un peu le témoin de mon génie. Parce que malgré les éléments qui se déchaînent, on voit le ciel qui est sombre. Il est tellement sombre qu'il semble se confondre avec la montagne. Napoléon, il est certain de sa réussite future. Il commande une armée en ordre de marche, traversant un relief accidenté et donc dangereux. Napoléon est bien sûr au centre du tableau. Il prend toute la place et ses hommes accomplissent leur mission en bon ordre. Juste sous le cheval, si vous regardez bien, vous pouvez apercevoir des soldats qui poussent et tirent une pièce d'artillerie, signe de la difficulté de la tâche. Alors en fait, là aussi c'est un peu une image de propagande, parce que pour gravir l'école, et notamment l'école enneigée et non carrossable, vous vous imaginez bien que les pièces d'artillerie, qui pèsent plusieurs centaines de kilos, ne pouvaient pas se tirer comme ça par des hommes. Elles étaient démontées, fixées sur des rondins qui étaient évidés et ensuite traînés sur la neige, un peu comme des traîneaux. Quand le relief était un peu moins pentu et là aménagé pour les transports, les canons étaient supportés par des charrettes. Mais tout de même, Napoléon a fait franchir les Alpes à plus de 2800 mètres d'altitude sur un sol enneigé, quand même par 40 000 hommes, et aussi une centaine de pièces d'artillerie. Et tout ce beau monde relève cet exploit. En fait, un exploit que peu de conquérants ont réussi dans l'histoire militaire. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire que traverser les Alpes, c'est plutôt simple. C'est assez facile maintenant. Aujourd'hui, c'est assez simple. Mais à l'époque, c'était une vraie prouesse. Alors, on pense bien sûr à Hannibal Barca, le fameux général carthaginois, qui a franchi les Alpes avec une armée d'éléphants. On était en 218 avant Jésus-Christ, afin de combattre les troupes romaines au cœur de l'Italie. Il va d'ailleurs connaître une très grande victoire à la bataille de Cannae, bataille de Cannes. Voilà. Et comment ne pas mentionner aussi Charlemagne, qui passe par le Mont-Cenis en 773 pour combattre les Lombards. Alors vous allez me dire, il y a une personne qui a traversé les Alpes aussi, qui est très connue. C'est Jules César. Alors le problème, c'est que Jules César, il a traversé les Alpes dans l'autre sens. Donc, comme image de propagande, on préfère prendre une personne qui a envahi l'Italie plutôt que des personnes qui sont venues en Gaule. Parce que bien sûr, Jules César, pour combattre Vercingétorix, il a également traversé les Alpes. Alors d'après vous, c'est la question que je pose, vous aurez la pause musicale pour réfléchir. Quels exemples de ces fameux conquérants David a-t-il repris? Et nous verrons ça dans son tableau de Napoléon. C'est ça. On voit ça tout de suite. Réfléchissez bien. La réponse dans quelques minutes avec notre ami Julien, les chroniques de Savoie. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Entre lac et montagne, c'est bien l'histoire de la Savoie, c'est bien les chroniques de Savoie, toujours avec Julien. Et on parle aujourd'hui du célèbre tableau de David, Napoléon Bonaparte franchissant les Alpes. C'est pas encore Napoléon, c'est Bonaparte. C'est Bonaparte, oui, tout à fait. C'est Bonaparte, il n'a pas encore été sacré empereur. C'est ça. Alors, c'est même encore Buonaparte. Bonaparte. Vas-y Julien, on t'écoute. Alors, avant la pause musicale, on a parlé de grands conquérants qui ont traversé les Alpes comme Napoléon. Donc nous avons parlé d'Hannibal, nous avons parlé de Charlemagne et de Jules César. Donc d'après vous, quels exemples ont été repris par David? Bien sûr, vous l'aurez deviné pendant cette pause musicale agitée, puisque nous étions 4 à danser dans les studios. Et il a choisi de rendre hommage en fait à Hannibal et Charlemagne. Et cet hommage, il est visible si vous regardez dans le bas inférieur gauche du tableau. Vous verrez qu'il y a 3 noms qui sont gravés dans la pierre. Vous voyez Hannibal, dont l'histoire est la plus ancienne, et dont le nom est presque effacé. En fait, on voit que le peintre a essayé d'estomper un peu la trace d'Hannibal. Ensuite, vous avez Charlemagne, alors qui est nommé dans le tableau Carolus Magnus, c'est du latin, qui est un peu plus visible. Et enfin, Bonaparte, qui est bien mis en évidence, dont la gravure semble presque contemporaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre?
que Napoléon il se place dans les pas de ses illustres conquérants et il sent même les dépasser dans l'histoire militaire. Parce que là où les traces d'Hannibal et de Charlemagne semblent s'estomper, du fait bien sûr de leur antériorité historique, Bonaparte se place en successeur, un peu comme un conquérant ultime et le chef de guerre brillant qu'il sera appelé à devenir. Parce que déjà en 1800, Bonaparte, il est une légende pour les Français et surtout pour ses hommes. Et il est auréolé d'une gloire immense au sein de l'armée et de la population. Alors pourquoi ? On va donner quelques exemples. Le siège de Toulon, bien sûr, c'est Napoléon. La première campagne d'Italie de 1796, c'est encore lui. La campagne d'Égypte, toujours lui, même si la campagne d'Égypte n'est pas forcément un grand succès militaire, mais il va revenir auréolé d'une grande gloire scientifique, puisque c'est lui, en tout cas sous son impulsion et l'impulsion d'autres artistes et scientifiques, que va naître l'égyptologie et dont Point d'orgue. Cela a fait une émission, l'objet d'une émission, c'était en mars dernier. Le point d'orgue de l'égyptologie, c'est la découverte des hiéroglyphes, Jean-Pierre, par Jean-François Champollion. Très bien. On voit qu'il arrive à suivre. Napoléon, c'est l'un des rares hommes d'État, peut-être même le seul, à avoir été conscient de son vivant, de sa place dans l'histoire du monde. Et l'avenir, en fait, lui donnera raison, avec son ascension politique, ses succès militaires, mais aussi sa chute et sa mort à Sainte-Hélène, qui participent, bien sûr, à glorifier le personnage. Mais derrière la propagande du tableau de David, quelle réalité se cache derrière l'épopée de la traversée du col du Grand Saint-Bernard ? En fait, il faut rendre à César ce qui est à César. Bonaparte n'a en fait pas traversé les Alpes à dos d'un fier destrier, mais à dos d'une mule, qui est en fait un animal jugé plus adapté au terrain accidenté. En fait, on est loin de l'image véhiculée par David, et si vous souhaitez avoir une peinture réaliste de cet épisode, il faut que vous regardiez la peinture de Paul Delaroche, qui est intitulée Napoléon franchissant les Alpes. La scène reproduite, elle est ici plus fidèle à la réalité. On est loin du conquérant invincible, et Napoléon, il est représenté ici comme un homme qui lutte contre les aimants pour traverser les Alpes, et non comme un chef de guerre presque mythique. Si le tableau de David est lui entré dans la légende, bizarrement, celui de Delaroche semble un peu plus oublié. Peut-être que le public il souhaite garder en mémoire une image de Napoléon comme un héros antique et non comme une figure du romantisme du 19e siècle. Je vous suggère de mettre les deux tableaux sur ordinateur l'un à côté de l'autre et vous verrez le contraste. Vous avez d'un côté le chef de guerre, le stratège, et de l'autre tout simplement un homme dans la position que l'on connaît avec la main dans le veston, on va dire, voilà, sur le dos d'une mule. Et vous verrez que le contraste est saisissant. David, il a d'ailleurs gagné haut la main la bataille de la postérité. Et cette œuvre a participé tant à la légende de Napoléon qu'à celle de son peintre. Mais est-ce qu'on peut qualifier cette œuvre d'œuvre patriotique ? Alors peut-être, mais en fait c'est pas bien sûr. Parce que si vous remarquez dans le tableau de David, il y a un grand absent. Et ce grand absent, c'est le drapeau tricolore. Un peu comme si Napoléon était une personnification de la France. Il est encore plus haut que le drapeau. Il représente plus lui-même que le drapeau de. Il n'y a pas besoin de drapeau. Il n'y a pas besoin de drapeau. Voilà, quand il est là, forcément, Napoléon, on sait que c'est la France. On va dire que le bleu, blanc, rouge n'est pas forcément nécessaire tant Napoléon incarne la France révolutionnaire. Mais alors, pourquoi cette œuvre a autant marqué les esprits et pas une autre ? Alors ce tableau a tellement marqué les esprits au point que les cours européennes, qui étaient victorieuses de Napoléon en 1815, elles ont souhaité acquérir un exemplaire de cette toile, puisqu'on a vu qu'il y avait 5 tableaux qui avaient été faits. Et au titre de dédommagement de guerre. Et en fait, la réponse, elle est simple. Cette toile, elle est devenue un symbole. Celui d'un Napoléon conquérant et d'une France dont l'invincibilité sur le champ de bataille a marqué durablement l'histoire militaire mondiale. En 1815, après la chute définitive de l'empereur, certaines nations, qui comptent parmi les plus ferventes opposantes à la France de la Révolution, on va dire la Prusse, l'Autriche, qui avaient été par le passé littéralement humiliées. Si je parle de la Prusse, nous allons parler de la bataille de Iéna de 1806. Si je parle de l'Autriche, nous allons parler de la fameuse bataille d'Austerlitz de 1805. Et bien sûr, ces deux nations vont vouloir un peu s'accaparer de l'épopée napoléonienne. Et donc, elles voulaient démontrer symboliquement la fin de Napoléon. Et donc, pour démontrer la fin de Napoléon, que de mieux
qu'est-ce qu'il y a de mieux que de prendre une œuvre qui justement valorise le courage et les talents stratégiques de Napoléon. En fait, acquérir un exemplaire du tableau de David permettait alors à l'Autriche et à la Prusse de démontrer qu'ils avaient, eux, réussi à mettre fin au règne du plus grand stratège de l'histoire contemporaine. Le duc de Wellington lui-même, le général anglais vainqueur de Napoléon à Waterloo en juin 1815, possédait des œuvres d'art liées à l'empereur. Dans sa maison, qui est aujourd'hui un musée, trônaient des peintures à l'effigie de Napoléon et de sa famille, et plus surprenant, une statue de Napoléon représentée en Mars, divinité de la guerre. En fait, même ses ennemis étaient pris de Napoléon mania. Est-ce de l'admiration? Sans aucun doute. Posséder ses œuvres, c'est posséder un bout de l'épopée impériale et donc un bout de l'histoire. Peut-être que le très attendu biopic consacré à Napoléon avec Joaquin Phoenix et réalisé par Ridley Scott, dont la sortie est prévue en novembre prochain, dans quelques semaines, retracera l'épopée de la traversée des Alpes. Mais ça, on peut pas le savoir, la bande-annonce ne le mentionne pas, mais je sais que tous les amateurs d'histoire attendent ce film avec impatience, et je pense que avant de passer aux questions et aux petits quiz. Oui, parce qu'on a quelques questions, Oui. Puis un petit quiz, quiz. sur l'histoire de la Savoie. On aura ça En fin d'émission. Donc, écoute, on va refaire une pause musicale et ensuite on te posera quelques questions et on aura les réponses bien sûr sur le 92 points, radiograndlac.com, toujours en direct. Radio Grand Lac. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Et c'est déjà la dernière partie de cette première émission, les chroniques de Savoie. Cette émission, on va vous parler de l'histoire de nos pays de Savoie, des événements qui sont déroulés au cours des siècles derniers dans notre Savoie que nous aimons tant. Aujourd'hui, on parle du franchissement des Alpes par Napoléon Bonaparte, donc au Grand Saint-Bernard. Alors c'est en Suisse, mais ça fait partie un peu c'est notre histoire locale. De notre histoire. Puis Julien fait un petit peu ce qu'il veut dans sa chronique. Quelques questions, Julien. Oui. Quelles autres représentations avons-nous de la traversée des Alpes par Napoléon? Alors, si on se tient seulement au tableau de David, on peut dire que ce dernier a été décliné sur différents supports, faisant en fait de cette œuvre l'une des plus copiées de l'épopée napoléonienne, voire peut-être même la plus copiée. Alors on a des gravures, des timbres, des bas-reliefs, des couvertures de magazines ou d'ouvrages, et même des figurines sont au nombre des œuvres reprenant Bonaparte traversant le col du Grand Saint-Bernard. En fait, cette œuvre, elle éclipse toutes les autres, tant elle est, encore aujourd'hui, le témoignage de la grandeur du premier consul, qui va devenir ensuite empereur des Français. Alors aujourd'hui, pour trouver une trace du passage des armées françaises en 1800, dans les Alpes, il faut vous rendre, alors attention, suspense, gros suspense, il faut se rendre au col du Grand Saint-Bernard, où il y a un magnifique hospice, et donc dans cet hospice, il y a quelques souvenirs de cette fameuse traversée qui est devenue mythique. Dans cet hospice, il y a une chapelle, et vous pourrez également vous recueillir sur la tombe du général Dessay, qui est mort à Marengo, même si lui ne participa pas à la traversée des Alpes au printemps 1800. Et pourquoi il est enterré là-haut au sommet du col du Grand Saint-Bernard? Je me doutais que tu allais poser une question. En fait, donc, il est mort le 14 juin 1800. Il est enterré à l'origine à Milan. Et en fait, l'empereur a demandé à ce qu'il soit rapatrié à l'hospice du Grand Saint-Bernard, tout simplement parce que Marengo n'aurait pas eu lieu sans la traversée réussie des Alpes. Et donc, il semblait logique que le général mort à Marengo, grâce à qui il y a eu la victoire, soit enterré dans un territoire qui représente vraiment la réussite de la campagne, et la réussite de cette campagne passe par la traversée. Son tableau, ou plutôt son cénotaphe, vous savez, le cénotaphe, c'est une représentation d'un tableau où il n'y a pas les cendres du défunt à l'intérieur, a été installé, c'est assez récent, en 1979. Et d'ailleurs, signe de l'importance de cette traversée, qui était en fait un véritable coup de poker dans la seconde campagne d'Italie. Voilà. Merci Julien, donc questions. Voilà pour Merci cette question. À tous. Et pour cette première émission sur le tableau de David représentant Napoléon franchissant les Alpes, un petit quiz sur l'histoire de la Savoie. On aura ça chaque émission, un peu 3 petites questions qui reprennent un peu l'histoire de notre province. La dernière fois, Sandra, alors moi, elle m'avait épaté en ayant quand même eu un 9 sur 10. Elle m'a dit que ça ne lui était jamais arrivé depuis sa scolarité en histoire-géographie.
sur l'histoire de la Savoie. Donc là, je sais qu'elle est occupée parce qu'elle prépare l'organisation. Le salon du chocolat. La bien semaine sûr, prochaine. bien sûr, le merveilleux salon du chocolat. Est-ce que tu as vu comment j'arrive de manière détournée à faire un peu la promo de l'événement? C'est beau quand même. Et tout à fait. Il aura lieu le 14 et le 15 octobre au salon Lamartine du Casino Grand Cercle et ça va être sublime. Et ça va être bon, surtout. Bien sûr. Ouais. Allez, première question, Jean-Pierre. C'est toi qui la poses, c'est moi qui la pose? Eh ben écoute, c'est moi qui vais te la poser. Qui a été le premier président de ce qu'on appelle maintenant le conseil départemental de la Savoie, mais qu'on appelait avant, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'en 2015, c'est ça, le conseil général de la Savoie. Alors c'est Pantaléon Costa de Beauregard, issu de la famille Costa de Beauregard, illustre famille savoyarde qui pourra également faire l'objet d'une émission, qui fut le premier président du conseil général. Comme tu l'as dit, aujourd'hui conseil départemental. Et donc, dès 1860, année de l'annexion, jusqu'à 1864, date de sa mort à la Motte-Servolex, et il est d'ailleurs enterré à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Motte-Servolex, ville que je connais bien pour y travailler maintenant depuis plus de 14 ans. D'accord. Donc je trouvais que c'était sympa de rendre hommage à la Motte-Servolex. Et la famille Costa de Beauregard est une des plus grandes familles de Savoie. Ça, tout à fait. Revenons un petit peu à l'épopée napoléonienne. Qui était surnommé le Bayard de la Savoie? Donc on connaît tous le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Sans peur et sans brioche. Et alors, donc, qui était un chevalier français. C'est ça. Voilà. Et qui était le Bayard de la Savoie? Alors, il s'agit d'un général, donc napoléonien, qui s'appelle Joseph-Marie Dessaix. Alors là, on a parlé du général Dessaix, vous savez, à Mort-à-Marengo. Là, c'est le général Joseph-Marie Dessaix, qui est né en 1764, donc à Tonneau-les-Bains, en Haute-Savoie, et qui est mort en 1834 dans la même ville. Et son surnom provient de la défense vaillante des Alpes contre les troupes coalisées en 1814. D'ailleurs, il y a une rue à Chambéry qui porte son nom. Oui, tout à fait. Alors, en fait, pourquoi 1814 ? Vous savez qu'après la conquête de la Russie, on va dire la conquête, l'échec en Russie, Napoléon recule, il est battu à la bataille de Leipzig, et il y a, en 1814, les coalisés qui entrent en France, et donc Dessaix est chargé de bloquer le passage des Alpes, et il va réussir, et par son courage, sa bravoure et son talent, on va le surnommer le Bayard de la Savoie. Le Bayard de la Savoie, donc le général Joseph-Marie Dessaix. Dernière question un petit peu plus proche de nous sur cette histoire de la Savoie. On se souvient tous que la Savoie a accueilli les JO, les Jeux Olympiques en 92 à Albertville et dans plusieurs stations de Tarentaise. Qui alluma la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture le 8 février 1992 ? Vous savez que la tradition veut qu'un athlète de renom, bien sûr originaire du pays qui accueille les Jeux Olympiques, allume la flamme. Et pour nos Jeux, j'aime bien dire nos Jeux, parce que on aime bien dire que nous, la Savoie, on a accueilli les Jeux Olympiques. C'est vrai que nous sommes rares en France à pouvoir dire cela. En fait, il y a les Parisiens qui peuvent le dire. Les Chamoniards, les Grenoblois et les Savoyards. En fait, nous ne sommes que 4. Et donc, cet honneur revint à Michel Platini, qui est l'un des plus grands sportifs français de l'histoire, et bien sûr qui en 1992 bénéficiait d'une renommée même mondiale. Le numéro 10. Voilà, le numéro 10, Platini, le plus grand avec Zidane, enfin vraiment l'un des plus grands joueurs de foot de l'histoire de France. Alors j'ai recherché le nom du sportif qui avait allumé la flamme lors des Jeux de Chamonix en 1924. Mais ce rituel n'existait pas à l'époque. Mais par contre, il y a un rituel qui existait en 1924 et qui existait toujours, enfin qui existe toujours maintenant, c'est la prononciation du serment olympique. Et en 1924, celui qui a prêté, je sors un peu de la question, mais je fais un peu ce que je veux. Mais j'étais content d'avoir trouvé cette anecdote, c'est pour ça j'aime bien la placer. Le serment olympique, il a été prêté par Camille Mandrillon, qui était en fait un militaire qu'on appelle un patrouilleur militaire français, et c'est lui qui, il y a bientôt 100 ans, a prononcé le serment olympique des Jeux de Chamonix. Mais pour la flamme, à Albertville, c'est Michel Platini. Et si vous allez au musée olympique de Lausanne, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années en arrière, il a été refait, c'est magnifique comme musée. Vous avez des marches pour accéder au musée, et sur chaque marche, il y a une Olympiade. Olympiade d'été et Olympiade d'hiver. Et lorsque vous montez ces marches, vous avez 1992, marqué la ville, donc Albertville, et vous avez la personne qui allume la flamme. Et pour Albertville, c'est
l'honneur d'avoir Michel Platini qui est accompagné d'un enfant. On connaît tous ceux qui ont été devant leur poste de télévision, parce qu'on a dû être des millions. Je pense que tous les Savoyards ont regardé cette cérémonie d'ouverture. On revoit encore l'arrivée dans le stade olympique d'Albertville, Michel Platini avec un enfant, et ensuite gravir les marches pour allumer la flamme. Merci beaucoup Julien pour toutes ces informations, pour toutes ces anecdotes sur l'histoire de la Savoie. On te retrouve le vendredi 3 novembre. Oui. Et là, donc, on va parler de la vie d'un illustre membre. Même heure, hein. Tout même à fait, endroit, même même endroit, heure. même heure. La vie d'un illustre membre de la Maison de Savoie, c'est le prince Eugène de Savoie. C'est ça. Voilà, là, c'est Un petit mot sur lui. un seul. Un seul. Bon, illustre. Illustre. Non, en fait, le prince Eugène de Savoie, alors c'est particulier, ce serait un peu l'introduction de mon émission du mois prochain. Le prince Eugène de Savoie n'a aucune rue en Savoie, ni en France d'ailleurs. Pourtant, c'est peut-être le plus grand chef de guerre de ce que l'on appelle en France le grand siècle. C'est le plus grand ennemi de Louis XIV. Et ironie du sort, il est né à Paris et il était destiné à être dans les ordres et il va, comment on appelle ça, couper le collet. En fait, il va refuser d'entrer dans les ordres et il va, certain d'avoir un destin militaire, en fait, se vendre auprès de Louis XIV. Et Louis XIV va un peu le rejeter. Et donc, il va faire toute sa carrière en Autriche auprès de l'empereur des Habsbourg. Et il va connaître une carrière militaire incroyable en ayant combattu les Ottomans, en ayant eu des succès militaires incroyables, notamment contre Louis XIV, qui a été celui qui l'a rejeté. Et donc, nous allons, en une heure, essayer de retracer la vie de cet illustre membre de la famille de Savoie. Et pourquoi est-ce qu'il est dans nos territoires tombé dans l'oubli ? Tout simplement parce que nous sommes français et qu'ayant été un ennemi de Louis XIV, on a plutôt tendance à valoriser Turenne et Vauban plutôt que les personnes qui nous ont, causé des malheurs dans l'histoire. Et notamment Louis XIV, parce que Louis XIV à l'époque c'était presque le roi du monde. Enfin, c'était vraiment le souverain le plus puissant d'Occident et donc du monde à l'époque. Eh ben, on a hâte d'être le vendredi 3 novembre à 13h pour entendre parler du prince Eugène de Savoie. Est-ce que je peux passer un petit coucou à mon cousin Jonathan qui fête son anniversaire aujourd'hui ? Mais bien sûr. Donc, joyeux anniversaire, Jonathan. Il a quel âge ? Il est jeune. Il est jeune. Donc voilà. Il est jeune, virgule 8 points. Coca fraise pour moi, comme d'habitude. Voilà. Impeccable, merci Julien. On continue donc ce bel après-midi sur Radio Grand Lac, 92 points, radiograndlac.com. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Et puis n'oubliez pas, le week-end prochain, c'est le salon du chocolat. On vous en parle tout de suite. Là, allez, bon après-midi. Bon Julien, après-midi à tous. Et puis en attendant le chocolat, on va manger quelques bonbons. Tout à fait. Tu as le droit. Merci.